À l'issue de l'axe 1, qui a concerné l'explication de l'affirmation, nous faisons une transition collée effectivement à cette partie-là, avant de sauter une ligne pour séparer les parties et commencer l'examen critique, qui est l'axe 2. L'examen critique va se faire en deux volets essentiels, à savoir les forces ou les mérites et les faiblesses ou les limites, qui peuvent s'enchaîner ou s'achever par une prise de position. Force ou mérite, l'affirmation est pertinente, donc soutenable, car l'artiste cherche de façon inconsciente à satisfaire ses espoirs à travers ses productions. Là serait une forme d'échappatoire ignorée par l'artiste. Donc, lorsqu'on parle de désir inconscient, l'artiste lui-même n'est pas souvent conscient de ce qu'il fait. Il croit le faire en toute liberté, alors que selon les psychanalystes, comme Freud, il est poussé, il est motivé par des désirs qui sont enfouis en lui, qu'il ignore souvent lui-même. Là serait une forme d'échappatoire ignorée par l'artiste. Sigmund Freud confirme cela en disant que les œuvres d'art sont des satisfactions imaginaires, des désirs inconscients. Tout comme les rêves. Donc, Freud montre clairement que nos désirs inconscients se manifestent surtout à travers les rêves. Donc, avec l'art aussi, nos désirs inconscients ont un socle pour pouvoir s'exprimer. Faiblesse ou limite. Donc, l'affirmation, toute affirmation d'ailleurs, a ses points positifs, mais également ses points négatifs. Et dans le cas échéant, nous allons ressortir les faiblesses de cette affirmation-là. Faiblesse ou limite, les réalités sociales ou le vécu quotidien et les éléments de la nature peuvent servir d'inspiration à l'artiste. C'est l'avis de Platon et d'Aristote, pour qui la nature est le modèle de toute création artistique. Ici, Platon et Aristote pensent que la nature, l'artiste ne fait que imiter, l'artiste imite les éléments de la nature, et nous avons montré comme limite de la pensée en soulevant leur approche pour dire que il est bien vrai que les désirs inconscients peuvent s'exprimer à travers l'œuvre d'art, mais cette représentation n'est pas la seule source de la création, n'est pas la seule source qui permet à l'artiste de faire ses chefs-d'œuvre. Mais il y a bien d'autres sources comme l'imitation de la nature à travers l'idée d'Aristote et de Platon. Il y a aussi le fait que les réalités sociales ou le vécu quotidien sont des sources d'inspiration de l'artiste pour pouvoir créer. Ici, on a aussi la pensée de Hegel. L'activité artistique, selon Hegel, est une forme particulière sous laquelle l'esprit se manifeste. Elle fait appel à la créativité et à l'inventivité.
activité. Donc, nous avons montré que l'œuvre d'art n'est pas simplement le produit de nos désirs inconscients, mais il y a bel et bien d'autres sources, les réalités sociales, le vécu quotidien, l'imitation de la nature, ou encore l'esprit lui-même qui s'exprime, qui se manifeste à travers l'œuvre d'art. En conclusion, nous avons tenté de retenir ceci. À la suite de notre analyse, nous avons pu retenir, à propos de l'origine de l'œuvre d'art, que conformément à l'affirmation donnée, l'œuvre d'art pourrait bien provenir des désirs inconscients pour trouver satisfaction dans la production de celle-ci. Cependant, l'œuvre d'art proviendrait également d'une diversité de sources comme la nature, l'inventivité, de par l'esprit créateur. Nous pensons, en définitive, que les sources d'inspiration de l'art sont multiples, voire diverses. Sur ce, nous venons d'achever la proposition de résolution du sujet de dissertation sur l'art. Et ici, nous avons surtout utilisé le plan explicatif ou le plan communément appelé plan commentaire parce que le sujet était une citation qu'il fallait comprendre avant d'analyser.